De retour dans l'Africa Newsroom, nos éditorialistes Gracien Roukindi-Kiza, Daoud Attal et Jean-Marie Bitomo sont toujours avec nous. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. À Abidjan, comme dans toutes les grandes villes africaines, les pratiques en matière de gestion des déchets domestiques et industriels ne sont pas forcément maîtrisées. La croissance démographique, l'accroissement des activités économiques et la forte urbanisation ont abouti à une forte production de déchets. Quelle est la politique de gestion de ces déchets en Côte d'Ivoire? Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant Olivier Conan. Capitale économique de la Côte d'Ivoire, la ville d'Abidjan est la plus grosse agglomération du pays. Elle compte aujourd'hui plus de 4 millions d'habitants. Abidjan est confronté plus que les autres villes du pays au défi de la salubrité publique. La croissance démographique et le dynamisme des activités économiques ont entraîné une forte urbanisation. L'unique décharge dans le village d'Akwedo reçoit plus de 2500 tonnes de déchets ménagers par jour. Le problème de ramassage et le traitement des ordures ménagères se pose avec acuité. En 2007, l'État a réorganisé le secteur en créant l'ANASUR, Agence nationale de la salubrité urbaine. Quelle est la politique de gestion des déchets solides domestiques? Quelles sont les structures en charge du secteur? La décharge d'Akwedo est-elle encore adaptée à la situation? Pourquoi la population est toujours confrontée au problème de l'insalubrité? Pour les résidents d'Abidjan, des efforts importants ont été engagés par les autorités. La situation est meilleure comparée à 2006-2007. Cependant, des efforts restent encore à faire pour donner un cadre de vie reluisant aux Ivoiriens. On n'est pas satisfait, c'est mal organisé. Bon, il faut que l'État mette du suivi dedans. Il faut qu'il y ait du suivi, quoi. En fait, la percolette, c'est bon, mais après la percolette, il y a un peu de cafouillage. La ville est polluée, on sent vraiment les odeurs. Et bon, les gens reçoivent les maladies, les fièvres, tout ça. Hein. En tout cas, nous encourageons vraiment l'État. Grâce à ces efforts, plutôt aujourd'hui, on a constaté que la ville vraiment est devenue très, si je peux m'exprimer, appréciable. Mais en tout cas, il y a une diversité de choses encore qui nous reste à faire. Parce que vis-à-vis de ce que nous voyons, regarde l'eau ici, les ordures partout dans la ville, en tout cas, c'est pas... Nous voulons vraiment un soutien de l'État encore. Je suis satisfaite de la propreté à Abidjan. Mais j'aimerais que chaque Ivoirien fasse un effort sur lui-même pour être propre, d'abord chez lui à la maison et puis ensuite dans la ville. La salubrité en Côte d'Ivoire a fait l'objet de plusieurs réformes. L'État a ainsi créé l'ANASUR, Agence nationale de salubrité urbaine. Autorité de régulation des déchets de toute nature et un impact sur la salubrité urbaine, l'ANASUR concède le service public de collecte et de traitement des ordures ménagères à des entreprises privées pour le ramassage des ordures dans les communes. Au bout de la chaîne, on retrouve les précollecteurs chargés d'enlever les ordures dans les quartiers et dans les domiciles. Les précollecteurs estiment que les difficultés du secteur résultent du fait qu'ils ne sont pas pris en compte dans la passation des marchés. Les sociétés qui étaient sur le terrain disaient que c'est nous qui salissons. Or, alors ANASUR nous a vraiment combattus, mais après quand ils ont vu que c'est nous-mêmes qui faisons le travail au moins à 90%, c'est là qu'ils ont vraiment attiré l'intention sur nous. Les sociétés, en tout cas, il n'y a pas de bonne collaboration. Et ces sociétés viennent seulement pour récupérer les bacs et aller déverser à la décharge. Mais 5 francs, ils ne nous donnent pas. Avant la création de l'ANASUR, la gestion des ordures ménagères était entièrement dévolue aux communes. Désormais, les communes sont responsables de la précollecte des déchets ménagers, de la lutte contre l'insalubrité, la pollution et les nuisances à l'échelle locale. Leurs actions sont limitées par l'insuffisance des ressources matérielles et financières. Elles s'efforcent cependant de répondre aux attentes de la population. Nous sommes en train d'élaborer ce programme-là pour que si un quartier nous appelle, une cité nous appelle pour dire bon, nos ordures ne sont pas enlevées à temps, que la mairie soit apte à aller le faire et puis transférer ça à la décharge. Donc nous avons les agents qui sont déjà disponibles et nous avons commencé aussi le curage des caniveaux. Et la chargeuse a commencé même à épauler même certains opérateurs parce que souvent ils ont des problèmes d'engin. Nous leur disons, comme c'est pour la commune, l'engin là c'est venu pour ça, nous sommes prêts à vous aider à vraiment enlever les ordures. L'une des sources de financement de l'enlèvement des ordures ménagères, c'est la taxe rémunératoire d'enlèvement des ordures ménagères adossée à la facture d'électricité. La taxe est de 2,5 francs CFA par kilowatt d'électricité basse tension dans la ville d'Abidjan et 1 franc CFA dans les autres communes.
Il y a également la taxe d'assainissement sur la facture d'eau. Ces ressources sont insuffisantes pour permettre aux communes de déployer une politique d'assainissement et de salubrité efficace. Avant que le maire n'arrive, le budget n'était pas aussi consistant. Nous sommes passés de 300 à 500 millions. Je voulais dire le montant, mais nous trouvons ça même peu. Mais il y a des contraintes budgétaires, mais le maire a promis faire plus. Parce que le cas de vie, vraiment, il tient à l'environnement, il tient au cas de vie de ses concitoyens. Le gouvernement ivoirien assiste les collectivités décentralisées pour un traitement efficace des problèmes de salubrité. 19,2 milliards de francs CFA ont été dégagés pour payer les prestations des sociétés de ramassage des ordures ménagères pour l'année 2015. Les arriérés des années antérieures feront l'objet de paiements dans le cadre de l'appurement de la dette intérieure. 30 milliards de francs CFA sont prévus en 2016 pour financer l'enlèvement des déchets ménagers. Le gouvernement a dissous en 2014 le fonds de financement des programmes de salubrité urbaine qui avait en charge depuis 2009 la mobilisation des fonds pour assurer le financement de l'enlèvement des ordures ménagères. En attendant qu'une nouvelle structure soit opérationnelle, les précollecteurs demandent à être pris en compte pour que la population ne paye pas doublement pour l'enlèvement des déchets ménagers. À la Ribera, jusqu'à Bonoumé, il n'y a pas de centre de groupage. Alors pour atteindre, il faut venir jusqu'à Anono pour pouvoir déverser les ordures. Alors cette distance peut déjà prendre au moins 5 à 10 litres de carburant. Alors quand on calcule, c'est les dépenses que nous faisons dans le mois, c'est ce que nous calculons et nous fixons le prix au ménage. Mais ça n'a jamais trop dépassé. Les communes dans les quartiers sociaux comme les villages, on fait 1000 francs au plus 1500 par ménage. Et dans les quartiers résidentiels, c'est de 2000 au plus 3000 francs par ménage. La gestion des déchets ménagers est une préoccupation importante du gouvernement ivoirien. Sur la période 2015-2016, ce sont près de 50 milliards de francs CFA qui sont prévus en soutien direct pour le paiement des prestataires de services. La solution définitive viendra avec le déplacement de la décharge d'Abidjan du village d'Akwedo à Atengue, une localité dans la banlieue nord de la ville. Il y est prévu une décharge répondant aux normes environnementales. Cela permettrait de traiter les déchets et de les recycler en respectant les normes d'hygiène et la santé des recycleurs. Les déchets peuvent également être source de production d'énergie. Un projet pilote d'une unité de récupération et de torchage du biogaz doit bientôt démarrer à la décharge d'Akwedo. L'électricité et les ressources financières générées par ce genre de projet pourraient contribuer à l'équilibre financier du secteur et au développement durable. Daouda, la mauvaise gestion des déchets, c'est peut-être un problème de civisme, mais aussi et surtout un problème de politique publique. Oui, un problème de politique publique parce que généralement les collectivités locales amirales ont de très faibles moyens. On leur transfère la plupart du temps la gestion des déchets, sauf que leur principale ressource c'est la collecte de l'impôt. Or, on sait que l'impôt en Afrique, c'est quand même difficile de collecter quand on est une collectivité locale. Donc ça c'est un des éléments qui font que la gestion des déchets est assez compliquée au sein des villes africaines. À cela, on peut rajouter l'urbanisation anarchique, etc. Et puis même une question d'éducation aussi. Il y a ce qu'on peut appeler l'éducation à l'environnement, sensibiliser les populations sur l'importance de bien gérer les déchets, de ne pas jeter un peu partout. Parce que bon, si on prend l'exemple des sacs en plastique, en Afrique, c'est un véritable fléau. Et un sac en plastique, on estime que ça peut rester dans la nature 450 années. C'est une mesure indispensable aujourd'hui, l'interdiction des sachets plastiques? Oui, tout à fait. C'est une mesure indispensable puisque ça cause énormément de dégâts. Et comme je disais tout à l'heure, 450 années, ça peut rester dans la nature. Et ça peut poser aussi une question, un danger vis-à-vis de certains animaux même. Il y a des animaux qui divaguent un peu partout et qui peuvent absorber des sacs en plastique. Ça, à ce niveau-là, c'est compliqué. Il y a aussi le phénomène, le fait de fabriquer ces sacs en plastique. C'est quand même on parle d'environnement, bien sûr, c'est des gaz à effet de serre, puisque bon, voilà, c'est de l'énergie qui est produite et pour des gadgets comme ça. Donc c'est très délicat, les déchets solides. Et il y en a qui sont dangereux. Quand ils sont pas dangereux, ils sont encombrants. Quand ils sont pas encombrants, c'est difficile d'organiser la collecte maintenant l'enfouissement, on n'en parle presque plus puisqu'il faut arriver quand même à donner une seconde vie aux déchets, le recyclage. Et en Afrique, on a quand même un petit peu de problème et ça, on l'a vu aussi en Côte d'Ivoire.
pour apporter des réponses efficaces à ce problème qui quand même est très préoccupant. Oui, Gratien, ce problème de gestion de déchets est dû également à l'incapacité de gérer la pression démographique et comme l'a dit Daouda, l'urbanisation qui est quand même assez anarchique dans les grandes villes africaines. On a vu à Abidjan, ça peut être le cas à Dakar, à Alger, à Brazzaville. Oui, ce n'est pas finalement au niveau de la gestion prévisionnelle démographique, c'est au niveau de la gestion prévisionnelle tout court au niveau des États, disons un manque de vision à long terme, parce qu'on peut se dire qu'une ville se développe, prenons double les 20 ans selon les pays, ça dépend des pays, il y a des villes où ça peut doubler même en 10 ans. On prévoit déjà qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'eau, de l'électricité, de la gestion des déchets, mais au niveau de la gestion des déchets, on doit commencer. Si on ne maîtrise pas à gérer les déchets aujourd'hui, demain, quand la ville va doubler, on ne pourra plus gérer. Il y aura pratiquement, je dirais, une sorte de catastrophe parce qu'on va retrouver les déchets partout. On va retrouver des problèmes d'hygiène partout. Cela est dû parce que, justement, il n'y a pas beaucoup. Vous voyez, souvent en Afrique, on va investir, on va, disons, mettre de l'argent là où on peut avoir peu de corruption, dans certains pays où on peut retirer quelque chose. Les administrations, souvent, je dis, gérer les déchets, c'est quelque chose de presque, disons, à peine perdu parce qu'il n'y a pas de retour sur investissement pour eux. Alors qu'il y a moyen, les déchets, par exemple, il suffit de les trier, dans tout ce qu'on a vu, par exemple, il suffit de les trier, on peut transformer, au lieu de ce qu'on a vu notamment sur le Rwanda, au lieu de couper le bois pour chauffer, on peut utiliser ces déchets. On peut transformer certains déchets comme le papier pour fabriquer du papier. Ils ont besoin du papier. Et aussi d'autres déchets pour faire les engrais pour l'agriculture. Donc il y a toujours une façon de récupérer et aussi de gagner de l'argent avec les déchets. Les déchets ne doivent pas nous coûter, nous les Africains. Les déchets doivent aussi nous apporter quelque chose. Jean-Marie, cette mauvaise gestion des déchets, c'est aussi une question de santé publique. Exactement. J'écoutais, Daouda et Gratien parler là tout à l'heure. La problématique de la gestion des déchets cache d'autres problématiques qui sont la problématique environnementale et la problématique sanitaire. Sans oublier, si vous voulez, la problématique, si vous voulez, de tout ce que Daouda a cité là tout à l'heure. La faune et la flore. Donc tout ça c'est lié, c'est-à-dire ça rentre dans la chaîne, si vous voulez, globale. Donc ça voudrait dire quoi? Tant que vous n'avez pas une urbanisation maîtrisée, comme Gratien le soulignait, qu'est-ce qui va se passer? Chez nous, nous ne savons pas, si vous voulez, faire de la prospective sur les choses. On attend que ça nous tombe dessus et c'est en ce moment-là qu'on commence à réagir. Alors qu'il est facile, c'est-à-dire dans tout État africain, de pouvoir se dire que dans quelques années, quelle est la population, si vous voulez, que nous aurions dans les grandes villes et d'essayer de travailler un tout petit peu là-dessus. Donc quand ce n'est pas fait en amont, maintenant, quand on traite le problème, on ne traite pas le problème, si vous voulez, de manière à l'éradiquer. On va le traiter, si vous voulez, bout par bout. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, au lieu de poser des solutions comme celle qu'a évoqué Gratien là tout à l'heure au Rwanda, où vous avez un traitement complet, si vous voulez, de la chaîne. Vous voyez ce que nous voyons en Côte d'Ivoire, c'est encore quoi? On prend des déchets, on va les bénir quelque part, on attend, ça va encore rester là pendant un bon moment, et ça va rendre les populations malades, ça fera des dégâts au niveau de la nature, ça fera des dégâts, comment dirais-je, au niveau de la ville elle-même, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez aussi tout ce qui est, tous ces déchets-là, ça rentre dans les nappes phréatiques. Et à partir de là, on commence à déstabiliser la santé de ses propres populations. Donc il est temps quand même que nous puissions prendre de l'anticipation sur un certain nombre de phénomènes qui nous tombent dessus. Et surtout, quand les phénomènes sont là, surtout les traiter en amont, ne pas traiter les conséquences, traiter les causes en amont et non les traiter en aval. Daouda, vous êtes d'accord avec ces analyses de Gratien et de Jean-Marie? Il y a un manque de vision et politique également, peut-être un manque de volonté? Oui, il y a un manque de vision, de volonté politique, de moyens, de parfois même compétences simplement, puisque bon, vous comprendrez que la manière dont sont traités les déchets en Occident n'est pas la même qu'en Afrique, parce que bon, il y a différentes techniques pour permettre le recyclage, pour faciliter le tri des déchets, un certain nombre de choses. On n'en est pas encore là, donc vous avez raison Amira, c'est un ensemble de choses, mais l'élément le plus important dans ce que vous avez dit, effectivement, je pense que c'est la volonté politique
quand on a une volonté politique, on peut par différents mécanismes, une volonté politique affirmée et déterminée, on peut par différents mécanismes trouver les moyens. Il y a la coopération décentralisée, puisque les déchets, ça concerne les collectivités principalement. S'ils n'ont pas les ressources en interne, elles peuvent nouer des coopérations avec d'autres villes à travers le monde, etc. Et c'est à l'État central aussi toujours de soutenir les collectivités locales, à la fois dans la collecte des impôts, puisque c'est l'État qui a la force publique à la base. Donc tous ces éléments-là me semblent importants, mais la volonté politique est fondamentale. C'est vraiment, je reviens sur ce que Jean-Marie a dit rapidement, c'est vraiment aussi une question de santé publique. La gestion des déchets, c'est une évidence. Bon, là où on parle de COP21, je pense qu'il y a moyen de trouver des solutions. Justement, messieurs, on termine cette semaine consacrée aux défis écologiques et à la COP21. Peut-être un mot, Gratien, sur cette grande conférence mondiale qui se tient actuellement en région parisienne. Ouais. C'est une très bonne chose pour l'Afrique, surtout que l'Afrique a pu, disons, s'exprimer, à montrer, voilà, la situation de l'Afrique par rapport aux pollueurs. Il y a des pollueurs qui continuent à polluer et les Africains qui continuent à subir des conséquences. C'était un bon moment, je pense, pour les Africains, notamment pour les Tchadiens, les gens qui sont autour du lac Tchad, de montrer, voilà, le lac Tchad, ce qu'il était avant et aujourd'hui ce qu'il est. Voilà les chiffres sont effroyables. Oui, la superficie du lac Tchad, en quelques années, a énormément diminué, il faut le rappeler. Et, oui, il y a les gens qui ne les comprennent pas. Les Américains ne veulent pas montrer les chiffres de chez eux, comment les rivières commencent à s'amenuiser, comment il y a des problèmes d'eau en Californie, comment il y a des problèmes d'agriculture. Ce sont les conséquences. On peut courir derrière l'argent des industriels, mais demain, il y aura le problème de vie, non pas d'argent, mais le problème de vivre nous-mêmes. Jean-Marie, optimiste ou pessimiste quant à cette COP21 qu'on attend depuis longtemps maintenant? La COP21, si vous voulez, bon, ma position personnelle là-dessus, moi j'attends voir la réalisation des faits sur le temps, l'opérationnalité. Les promesses, je me dis qu'on en a déjà tellement fait à l'Afrique. J'ai rappelé ici, là, la dernière fois que nous étions ensemble sur le plateau à Mira, c'est que vous avez des études qui ont été effectuées au niveau international où il est bien déterminé que on peut éradiquer la pauvreté, si vous voulez, dans le monde. C'est même pas uniquement en Afrique, dans le monde, en y consacrant 100 millions de dollars chaque année sur 10 ans. On l'éradique. Et ça, c'est au vu et au su de tout le monde. Mais quels sont les efforts qui sont faits là-dessus? Je n'en sais rien. Donc, je reste un peu très sceptique par rapport à la COP21. J'attends voir l'opérationnalité de tous les programmes qui nous ont été posés sur la table. Daouda, très rapidement, pour terminer cette semaine consacrée aux défis écologiques, un mot sur cette COP21? Écoutez, Amira, moi j'ai quand même espoir d'une certaine avancée. Je pense que tout le monde a compris que on ne s'est pas gagné encore l'accord contraignant qu'on demande, mais bon, s'il y a accord, c'est déjà une bonne chose, parce que bon, pour finir, je rappelle que quand même l'accord de Kyoto, on annonçait que c'était un succès déjà, et quand on a donné à chaque État des quotas de pollution, on s'est retrouvé sur un marché de carbone. Les États qui polluaient moins pouvaient vendre ce qui leur restait. J'espère qu'on n'arrivera pas à un tel accord, en tout cas pour Paris. Et bien évidemment, nous en reparlerons la semaine prochaine, puisque la COP21 se termine le 11 décembre. Est-ce qu'il y aura un accord contraignant? Est-ce que les pays industrialisés, les pays pollueurs vont le respecter? Nous en reparlerons bien évidemment la semaine prochaine. Et pour l'heure, nous avons marqué une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la troisième et dernière partie de l'Africa News. On a tout de suite.